Bonsoir à tous et bienvenue. Votre émission Cette politique reçoit aujourd'hui Monsieur Yankoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications, responsable politique de Rewmi. Il est le deuxième vice-président de ce parti et le premier vice-président du conseil départemental de Thiès. Yankoba Diattara, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est partagé. Je voudrais commencer par vous saluer. Merci. Également saluer tous vos téléspectateurs. Et également vous remercier pour l'invitation. Merci. Mais également vous féliciter pour le travail remarquable que vous êtes en train de faire. Merci beaucoup. Et vous encourager également. Merci, monsieur le ministre Yankoba Diattara. Intéressons-nous tout d'abord au secteur de l'économie numérique et à ses avantages. Le Sénégal est très connecté, nous le savons. Mais est-ce que cette économie dite numérique est utilisée à sa juste valeur au Sénégal? Permettez-moi, M. Ndiaye, avant de répondre à votre question, de présenter nos condoléances aux familles endeuillées suite aux douloureux événements qui se sont passés au Sénégal il y a cela quelques semaines. Et naturellement encourager et prier également pour les blessés et leur souhaiter un prompt rétablissement. Des événements regrettables se sont passés au Sénégal il y a cela quelques semaines et je pense qu'on doit tirer les enseignements de ces événements. Et je pense que le chef de l'État a pris la bonne mesure, donc et a su apprécier ces événements et a su également prendre les mesures qui sied. C'est l'occasion pour nous de le féliciter, de lui renouveler nos félicitations, mais également donc, de renouveler l'engagement de l'État pour une meilleure prise en charge, une prise en optimale donc, des préoccupations qui ont été soulevé, donc surtout par la jeunesse. Nous reviendrons même un peu plus tard sur ces mesures prises par mais le chef également de en l'État. profiter pour saluer également le professionnel de nos forces de l'ordre qui, avec retenue, ont su prendre à bras le corps donc, ces événements et ils l'ont peut-être géré de manière professionnelle. Êtes-vous de ceux qui pensent que sans leur maîtrise, la situation aurait pu être pire? Oui, parce que malheureusement, c'est des situations c'est des mouvements de masse, de foule. Et souvent, on dit que la foule n'est pas maîtrisable, elle est même souvent folle, comme disait l'autre. Donc, de ce point de vue, c'est avec professionnalisme qu'ils ont pu gérer cette situation-là, qui est aujourd'hui dépassée. Et c'est l'occasion pour nous de lancer un appel à la jeunesse, aux forces vives de la nation, pour une plus grande sérénité, une retenue. Donc, face aux problèmes macro que nous gérons dans le pays, liés naturellement à la Covid, mais sur lesquels le chef de l'État est en train d'apporter des solutions. D'accord. Donc, nous aurons l'occasion d'y revenir. Inch'Allah, mais surtout aussi saluer également, si vous me le permettez, oui, allez-y, l'engagement et l'implication donc de nos religieux. Aujourd'hui, nous avons la chance au Sénégal d'avoir des hommes religieux responsables qui sont conscients des enjeux, mais également qui, à un moment donné, à un moment précis de la vie de la nation, peuvent prendre des décisions, peuvent prendre des initiatives qui vont aujourd'hui dans le sens de l'apaisement. Je pense que je voudrais également saluer leur patriotisme, leur engagement, au-delà de leur position de leader religieux, ils s'intéressent à la vie de la nation, ils s'intéressent donc à la stabilité du pays. Et je pense que c'est une grande chance pour nous d'avoir des autres religieuses aussi conscients des enjeux également, qui peuvent à un moment donné s'immiscer et s'impliquer pour la stabilité du pays. D'accord. Monsieur le ministre, revenons-en à ma question. Le secteur de l'économie numérique que vous dirigez au Sénégal, je disais tout à l'heure que voilà, ce secteur a ses avantages. Le Sénégal est très connecté, nous le savons de plus en plus même. Mais est-ce que cette économie est utilisée à sa juste valeur au Sénégal? Oui, il faut reconnaître que le secteur des télécoms, de l'économie numérique d'une manière globale, est le troisième pourvoyeur d'emplois, mais également contribue à hauteur de 6,2% du PIB. C'est à peu près 765 milliards de chiffres d'affaires qui sont générés par le secteur. En termes de création d'emplois également, c'est le troisième secteur créateur d'emplois après le transport et la restauration. C'est un secteur également dynamique qui bouge. Chaque année, c'est à peu près 23% de taux d'augmentation. Donc pour dire qu'aujourd'hui, le Sénégal, comme vous l'avez dit, a un secteur des télécoms assez dynamique et qui même c'était en référence en Afrique. Donc l'autre élément sur lequel il faut dire, je voudrais m'appesantir, c'est qu'au-delà des investissements privés, donc surtout des opérateurs de télécommunications, l'État aussi
a beaucoup investi donc, dans le secteur du numérique. Donc aujourd'hui, nous avons, par rapport à la fibre optique, par exemple, si nous prenons les 15 000 km de fibre optique, l'État a investi sur les 5 000 km. C'est pour dire que le tiers de la fibre optique aujourd'hui au Sénégal est donc là, une propriété de l'État du Sénégal. C'est pour dire qu'au-delà des opérateurs qui sont les leaders et qui sont des privés, qui plus ou moins exploitent sur le plan commercial, l'État aussi accompagne. Parce qu'aujourd'hui, le numérique est devenu, comme vous le savez, quelque chose d'incontournable. Donc c'est devenu, elle est partie intégrante de nos vies, de ce point de vue. L'État aussi accompagne l'écosystème d'une manière globale, par des investissements structurants. Je pense que ça mérite d'être souligné. Mais sur le plan également économique, parce que l'économie numérique est assez vaste. Hein? Donc c'est la finance digitale, c'est aussi les opérateurs, c'est la connectivité et tout cela. Il faut dire aujourd'hui, par rapport à l'économie d'une manière globale, par rapport à la FinTech, aujourd'hui nous avons plus de 4 500 milliards de transactions par an, avec plus de 7 millions de porte-monnaie électroniques au Sénégal. C'est pour dire que le dynamisme du secteur. Et aujourd'hui, son taux de progression également, comme je l'ai dit tantôt, tourne autour de 23%. Pour dire que c'est un secteur dynamique, mais également qui est pourvoyeur d'emplois. Aujourd'hui, nous avons... Un point qui va nous intéresser, pourvoyeur d'emplois, vous dites, j'aimerais bien savoir, voilà, au Sénégal, comment est-ce que ce secteur peut être utilisé pour peut-être aider les jeunes à mieux s'occuper, mais aussi à bien s'occuper. Les jeunes, d'une manière globale, aujourd'hui, sont les principaux acteurs de l'économie numérique et des télécoms. Parce que plus ou moins tous les jeunes sont connectés. Les jeunes maintenant, comme me disait quelqu'un, les réseaux sociaux constituent les jambes des jeunes. Tout le monde est connecté à Internet. Nous avons à peu près 17 millions de numéros de téléphone. 14 millions sont connectés à Internet. Nous avons un taux de pénétration qui tourne autour de 88%. Donc pour dire comment le secteur est dynamique. Mais pour l'essentiel, c'est les jeunes donc, qui sont sur les réseaux, qui sont connectés et qui utilisent l'économie numérique, qui sont les principaux acteurs. Mais également les autres secteurs de l'économie aussi en bénéficient fortement. De ce point de vue-là, il faut reconnaître quand même que les jeunes aussi se sont organisés. Il y a pas mal de start-up aujourd'hui qui sont organisés, qui gagnent aussi des parts de marché assez importantes, mais également les opérateurs de téléphonie, donc par le réseau aujourd'hui de transfert de monnaie, donc utilisent pas mal de jeunes. Orange aujourd'hui a plus de 75 000 points de transfert d'argent, donc Free 25 000, donc pour dire, et chaque point presque utilise 2 personnes, pour dire c'est une centaine de milliers donc, de jeunes qui sont aujourd'hui utilisés par le secteur, mais également le secteur aussi a une possibilité d'expansion et de développement, donc, comme je disais tantôt. Donc de ce point de vue-là, nous sommes en train de travailler aussi bien avec les opérateurs, également avec des privés, pour essayer de voir comment capitaliser davantage. Donc justement par rapport à cette collaboration avec les opérateurs, mais aussi avec les privés, j'aimerais que vous nous parliez un peu du paiement des bourses, qui a toujours été un problème pour l'État du Sénégal, avec les étudiants qui ne cessaient d'exprimer leur colère. Aujourd'hui, avec cette technologie, les choses ont un peu changé. Oui, les choses ont changé parce que le chef de l'État a souhaité que nous puissions mettre à contribution le numérique pour régler certains problèmes que nous avons toujours rencontrés. Par exemple, le numérique est un secteur plus ou moins d'appoint et d'accompagnement. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, par le numérique, par un seul clic, de payer l'ensemble des bourses du Sénégal. Donc il suffit d'avoir une plateforme performante avec naturellement une application et connectée à soit une banque ou bien à un opérateur émetteur de monnaie électronique qui accepte. Aujourd'hui, nous avons Orange qui a pris en charge 10 000 étudiants. Il paye par son réseau. Donc Free à 5 000, ça fait à peu près 15 000 étudiants déjà. Ce système fonctionne depuis combien de temps? Cette année, d'ailleurs, j'ai rencontré les opérateurs sur cette question. Oui. Donc ce problème, c'est que c'est EcoBank, comme vous savez, qui avait avec l'État signé une convention pour supplément, donc suppléer l'État dans le paiement des bourses. Mais vous savez, avec les gaps et le système juste classique, donc de retrait par carte, donc il y a pas mal de difficultés qui ont été constatées. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur la digitalisation. Nous avons reçu pas mal d'offres aujourd'hui que nous avons étudiées au niveau du ministère et partagées avec le ministère des Finances et le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc l'idée, c'est que d'arriver à une plateforme interopérable qui permet donc, aux étudiants, quel que soit l'opérateur qu'ils ont choisi, d'avoir leur bourse en temps, donc à la fin du mois. Et aussi que l'État également puisse
peut-être comme ils ont déjà signé avec Ecobank, peut-être d'autres banques vont contribuer, hein, parce que les bourses tournent autour de 7 milliards par mois. Donc aujourd'hui, Ecobank accepte d'être remboursé même sur 3 à 6 mois. Si d'autres banques acceptent, mais aussi les émetteurs de monnaie électronique, on peut trouver en fait une formule qui permet donc le paiement des bourses donc en un seul clic, sans retard, sans difficulté majeure. C'est ça l'idéal. On est en train de travailler donc sur toutes ces solutions-là, donc avec le ministère des Finances, comme j'ai dit, toutes les parties prenantes, et des solutions sont en train d'être stabilisées donc pour régler définitivement cette question. Les télécoms sont un secteur pourvoyeur d'emploi. Nous avons parlé des jeunes, des startups de manière générale, mais j'aimerais savoir le rôle, voilà, la place des femmes dans cette technologie, dans cette avancée. Quand on sait que voilà, on avait déjà un problème avec peut-être la scolarisation, or on sait tous que pour utiliser aujourd'hui ces TIC, il faut avoir un certain niveau. J'aimerais savoir, est-ce que les femmes sont bien impliquées, ont une place peut-être à définir? Vous savez, le défi aujourd'hui, c'est le développement des usages numériques. Il faut arriver à former la population pour que tous les usages, tous les bénéfices liés au numérique soient appropriés, soient démocratisés. Parce que le numérique est considéré comme un secteur élitiste. Ceux qui en bénéficient sont plus ou moins considérés, plus ou moins comme l'élite. Or, ça doit être démocratisé. Même notre grand-mère qui est au village doit pouvoir bénéficier donc, du numérique. Et c'est le cas, présentement pourtant. Mais ce n'est pas capitalisé. Parce que le transfert d'argent que vous faites au village, à nos parents, le mobile banking, donc c'est de l'économie numérique. Donc il faut arriver à ce que maintenant, chacun puisse, même en zone rurale, utiliser, donc faire les usages numériques à bon escient. C'est-à-dire que l'utiliser pour lutter contre la pauvreté, l'utiliser pour payer donc, la scolarité des enfants, l'utiliser pour les soins de santé et tout cela. Donc tout ça, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut développer les usages numériques. De ce point de vue-là, nous avons un important projet donc, qui est le développement donc, de l'entrepreneuriat numérique féminin que nous sommes en train de développer. Donc c'est un projet de 5 milliards que nous sommes en train de développer et qui va, pour la phase pilote, va concerner les régions de Thiès, Dakar, Saint-Louis et Ziguinchor pour la phase pilote. Et pour cela, nous allons, donc avec les CEDAF, avec le ministère de la Femme d'ailleurs, avec qui nous allons signer une convention, utiliser les CEDAF pour former donc, les femmes sur l'ensemble du territoire national. Pour le moment, comme je dis, à la phase pilote, c'est 4 régions. Donc, à terme, nous allons former 23 000 femmes, 23 300, mais également accompagner à peu près 1000 femmes pour créer des entreprises donc, dans le domaine du numérique. Nous avons constaté qu'aujourd'hui, les télécoms sont dominés par les femmes. Aujourd'hui, aussi bien si vous prenez les opérateurs, chez les opérateurs, à l'ESMT, les écoles d'ingénieurs, ce sont les femmes qui sont majoritaires. Au niveau de notre ministère, ce sont les femmes qui sont majoritaires. Donc ça, un peu, c'est le constat qui a été fait pour dire, lors du Grand Prix du chef de l'État pour l'innovation numérique, parmi les 3 lauréats, les 2 étaient des femmes. Pour dire comment les femmes se sont appropriées, ont épousé le numérique. D'accord. Monsieur le ministre, l'avantage de l'économie numérique est aussi qu'elle brise les frontières physiques et géographiques en bien pour ce mal qu'est la Covid-19. Mais n'y a-t-il pas de frein à son développement au Sénégal? Non, au contraire. L'économie numérique et les télécoms aujourd'hui ont atteint un niveau de développement qui ont positionné le Sénégal parmi, comme j'ai dit, les pays pilotes de référence en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, nous sommes considérés comme les leaders. L'exemple le plus patent, c'est la Sonatel. Orange, aujourd'hui, qui est plus ou moins l'une des premières entreprises sénégalaises en termes de chiffre d'affaires et tout ça, aujourd'hui, au-delà du Sénégal, polarise aujourd'hui 6 pays. Donc, c'est plus ou moins de l'expertise sénégalaise qui a permis à une société sénégalaise aujourd'hui d'être une multinationale, avec un chiffre d'affaires de plus de 1500 milliards. Pour dire simplement que le Sénégal, aujourd'hui, se positionne comme l'un des pays phares en matière de développement donc du numérique en Afrique. Et aujourd'hui, il y a pas mal de pays qui s'inspirent, mais également dont l'essentiel des experts viennent du Sénégal. Donc je pense que ça, quand même, ça positionne le Sénégal. Et le secteur encore est ouvert. Donc je pense que nous sommes en train même de travailler pour étudier le dynamisme du secteur et voir est-ce qu'il y a possibilité même d'abriter ou bien d'accueillir un 4e opérateur. Le secteur est dynamique au Sénégal. Vous avez donné l'exemple de la Sonatel. Vous avez parlé tout à l'heure de Free, Orange, mais aussi, et malgré tout ça, malgré toute cette avancée, le coût du téléphone, le coût d'Internet est jugé assez élevé au Sénégal. Oui. Vous savez, nous avons
Je pense que vous avez suivi un peu nos visites et nos tournées auprès des opérateurs de téléphonie pour partager avec eux les préoccupations exprimées par le chef de l'État lors du Grand Prix du chef de l'État pour la recherche, donc tout dernièrement qui a été organisé au centre Abdou Diouf. Le chef de l'État avait donné des orientations pour que le coût de la connectivité, de la communication électronique d'une manière globale, donc soit revu. Parce qu'il a estimé quand même que le coût était assez élevé. Et nous avons travaillé sur l'abordabilité, vraiment, et l'accessibilité des coûts de communication électronique. Nous avons rencontré la Sonatel, nous avons rencontré Free. Des efforts sont en train d'être faits. Et même un des opérateurs nous propose une offre dédiée à la recherche, donc au niveau des universités, pour dire que nous y travaillons. Je pense que cette préoccupation est en train d'être prise en charge. Mais ce qui va à terme donc aider à une réduction considérable donc des coûts de communication électronique, c'est la mutualisation des infrastructures. Donc c'est un peu la fibre, mais également c'est tous les investissements, les pylônes et autres, mutualisés, pas que un seul opérateur puisse seul utiliser ses propres infrastructures au détriment des autres. Les autres seront obligés de faire des investissements importants, mais si on mutualise, donc il y a possibilité de rationaliser les investissements et naturellement, ça va impacter sur le coût de la communication électronique. C'est ça qui va plus ou moins aider. C'est pourquoi d'ailleurs, j'avais effectué il y a de cela quelques semaines une tournée auprès des opérateurs pour les sensibiliser à aller vers une mutualisation sur laquelle d'ailleurs l'ARTP est en train de travailler. Et nous, en tant que ministère de tutelle, on accompagne et on encourage donc ce... Tout à l'heure, vous parliez de la grand-mère qui pourrait utiliser ces nouvelles technologies, pourrait se connecter peut-être pour faire ses affaires. Mais est-ce qu'au niveau national, on a une couverture globale, parfaite, je veux dire? Oui, la couverture d'une manière globale. Donc je pense que nous avons un aménagement numérique du territoire assez acceptable. Donc c'est vrai que c'est par rapport à la 4G qu'il faut peut-être aujourd'hui faire des efforts pour qu'en dehors de Dakar et Thiès, que la 4G puisse être disponible partout. Ça, nous y travaillons avec les opérateurs. Ça fait partie de leur cahier de charge. Donc, et là, l'autre élément, c'est un peu renforcer aussi donc la 3G pour que ça soit disponible sur l'ensemble du territoire national. Nous avons des taux de couverture qui tournent autour de 92%. Donc pour la 4G, nous sommes à 27. Donc c'est pour dire simplement que sur la 3 et la 4, il faut faire des efforts. C'est pourquoi d'ailleurs ceux qui pensent à la 5G, au lieu de s'empresser, il faut travailler à ce que la 4G soit disponible partout. La 4G soit également au niveau de toutes les régions, à 99%. Donc la 4G, on a à 27. Si on réussit à avoir un maillage territorial de la 3 et la 4 intégrale, on peut maintenant penser à la 5G. Parce que la 5G va être plus ou moins orientée vers le secteur industriel, la pharmacie, la médecine et autres. Il y a des secteurs pointus qui vont plus ou moins utiliser la 5G, mais c'est peut-être dans 3-4 ans que ça va être... D'accord. Monsieur le ministre, une autre préoccupation, la réduction des coûts du point SN. Ça a été une révolution, parce que c'est dans le même sillage des orientations du chef de l'État que nous avons pris l'initiative donc de saisir le NIC qui est géré aujourd'hui par l'Université de Dakar. Et nous avons échangé sur la possibilité donc d'avoir quand même une réduction qui permettrait au point SN d'être un peu aux normes par rapport au prix sur l'international. Vous savez, il y a le point .com, il y a le point .fr et autres qui étaient quand même des notes domaines assez acceptables, abordables. Et je pense que après cette saisine, quand même, l'université et tous les acteurs donc, se sont donc, joints pour rejoindre plus ou moins donc, la volonté du ministère et du chef de l'État de réduire le prix du point SN de 50%. Aujourd'hui, le prix du point SN tourne autour de 10 000 francs. Je pense que c'est un prix acceptable, c'est un prix aussi qui est concurrentiel par rapport aux autres noms de domaine sur l'international. C'est important. Et d'ailleurs, le chef de l'État nous a encouragés à davantage faire de la communication sur ça. C'est-à-dire que ça permet aux Sénégalais au moins d'avoir une souveraineté numérique, mais également de s'assurer que leurs données sont stockées et sécurisées au Sénégal. Et c'est important, parce que ce que les gens ignorent, c'est que tout ce que vous faites sur Internet est stocké quelque part. Maintenant, c'est stocké à l'étranger ou au Sénégal. Au Sénégal, au moins, si c'est stocké au Sénégal, vous êtes sûr que vos données seront sécurisées et gardées au Sénégal. Si vous vous connectez sur d'autres plateformes
Leurs bases de données sont souvent en Irlande, au Luxembourg, vous avez suivi. Aux États-Unis, on n'a aucun contrôle. Et vous avez suivi ce qui s'est passé avec l'affaire Snowden, donc toutes les données qui nous échappent. Qui nous échappent et qui peuvent tomber donc dans de mauvaises mains. Et ça, c'est à éviter. C'est pourquoi d'ailleurs, nous avons prévu un plan de communication et de promotion donc, du point SN avec l'université, avec qui d'ailleurs nous envisageons de signer une convention donc, de partenariat pour la vulgarisation du point SN, mais également la sensibilisation sur les usages numériques. Et c'est important que les Sénégalais soient sensibilisés donc, pour qu'ils sachent, surtout les jeunes, que tout ce qu'ils font sur Internet est tracé et traçable. Et ça peut le retourner contre eux. Justement, une dernière question avant de quitter ce chapitre. Par rapport à ces jeunes et à ce qu'ils font sur Internet, on a constaté que dernièrement, voilà, les intellectuels, les professeurs, les penseurs, même les hommes politiques ont du mal un peu à s'exprimer librement parce qu'il y a ces jeunes en furie qui sont sur Internet et qui menacent à tout va, qui profèrent des insultes. Voilà, par rapport à ça, est-ce qu'on peut réglementer un peu le secteur et éviter cela dans l'avenir? Je pense que le chef de l'État a déjà donné les orientations. Il a instruit le gouvernement donc de travailler sur en fait une régulation des réseaux sociaux pour des contenus responsables et utiles pour les Sénégalais, pour les jeunes d'une manière globale. Pour les Sénégalais d'une manière globale, mais sur les jeunes surtout. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il faut qu'on aille vers une sensibilisation des jeunes, qu'ils sachent que tout ce qu'ils font sur Internet est traçable, est connu, mais également est gardé. C'est une question de responsabilité. Mais je pense aussi que c'est une question d'ignorance. C'est pourquoi il est de notre responsabilité. Même s'il manifeste un regret et efface le contenu. Non, c'est déjà stocké. Une fois que c'est ce qu'il ignore. Ah oui, c'est ce qu'il ignore. Donc il faut d'ailleurs, c'est pourquoi il faut aller vers donc, la sensibilisation. Mais également l'éducation. Qu'ils sachent également que Internet, aujourd'hui, est un outil formidable qui a permis à des milliards de personnes donc de se connaître, d'échanger, mais également pour certains de gagner leur vie par le commerce électronique, donc et tout cela, par les usages. Donc ils gagnent leur vie sainement par Internet. Mais d'un autre côté, il y a, comme vous avez dit... Internet a même permis de sauver des emplois durant cette période de Covid-19 avec le télétravail, par exemple. Non, l'apport du numérique par rapport à la pandémie est indéniable. Tout le monde a pu apprécier quand même l'importance du digital donc, dans cette pandémie. Donc nous, au Sénégal, on avait lancé dans le Covid-19, donc avec le ministère de la Santé, mais également nous avons pu accompagner donc l'essentiel des secteurs en développant des plateformes de travail, comme vous avez dit, par le télétravail, mais également nous avons eu en fait d'autres applications. Nous avons accompagné les CTE, nous avons mis en place des plateformes collaboratives donc, pour permettre aux gens donc, de développer le télétravail, mais aussi l'enseignement, l'éducation. Mais qui avait ses limites, l'enseignement à distance. Oui, parce que c'était un début. Donc les infrastructures d'accompagnement de l'enseignement supérieur n'étaient pas encore finalisées, mais nous avons un important programme avec l'ADIE et les FD Sud pour accompagner toutes les universités. Déjà, toutes les universités sont connectées. Donc bon, il reste un peu l'université de Thiès, mais toutes les universités sont connectées maintenant. Donc maintenant, c'est en bande passante qu'ils veulent plus de capacité pour les contenus pédagogiques, soit beaucoup plus fluides dans le traitement. Donc, mais ça, nous y travaillons. Donc aujourd'hui, FD Sud est en train de travailler sur un important programme donc, pour permettre à toutes les universités d'avoir de la capacité à suffisance pour le traitement. L'université également nous a saisi pour le stockage donc, des données, donc, parce que c'est de la recherche, c'est des enseignements et tout ça qu'il faut archiver. Et sur ce plan, l'État du Sénégal est en train de réaliser des investissements importants dans le domaine du numérique, comme les data centers. Donc on est en train de réaliser à Diamniadio pour le stockage de nos données. Parce que, également, vous savez, dans les prochaines années, ce qui va être le plus déterminant, la guerre qui va être la plus féroce, c'est ça, la guerre des données. Parce que les données vont déterminer plus ou moins la puissance et l'influence donc des plateformes, mais également des États. Le Sénégal, et sur ce point, vous pensez que le Sénégal est bien parti? Sur ce plan, le chef de l'État a consenti des investissements extrêmement importants. Aujourd'hui, on est en phase de réceptionner 2 data centers certifiés Tier 3 qui vont permettre au Sénégal donc, de stocker l'essentiel de données donc, de l'administration publique, mais également donc, des entreprises privées qui accepteront donc, de collaborer avec nous. Parce que vous savez, certaines banques au Sénégal ou bien certaines entreprises privées, on leur donnait souvent au Maroc, en France, en Europe et quelque chose comme ça. Or, je pense que c'est une question de souveraineté.
donc numérique et national même, donc d'avoir l'essentiel de nos données donc au Sénégal, mais ça suppose également qu'on ait les infrastructures aux normes donc sur la place de Dakar. Merci monsieur le ministre. Tout à l'heure vous parliez des jeunes, ce qui va nous permettre de basculer un peu et de parler de politique. Dernièrement, nous avons constaté la colère de centaines de jeunes descendus dans les rues de Dakar pour déplorer leurs difficiles conditions d'existence. En tant que ministre en charge d'un secteur qui a beaucoup à donner, que dites-vous à ces jeunes qui étaient dans la rue? Je dis à ces jeunes de garder l'espoir. Je dis à ces jeunes également que le chef de l'État a bien compris leur message et a pris, je pense, les bonnes décisions. Et je pense que son discours donc, a été à la hauteur des attentes du peuple sénégalais. Ça dénote d'une légitimité, mais également il a parlé à un bon père de famille. Aujourd'hui, il a instruit le gouvernement donc, de réfléchir sur les mesures les plus urgentes pour une prise en charge optimale de la question de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Nous avons déjà, avec le ministère des Finances, travaillé sur un projet d'un programme d'urgence de 350 milliards sur les 3 prochaines années. Et rien que pour 2021, pas moins de 150 milliards seront investis pour l'emploi et l'emploi des jeunes. Donc nous avons commencé déjà à y réfléchir. Le chef de l'État a donné les instructions pour que chaque ministère sectoriel puisse réfléchir dans son domaine sectoriel pour vraiment apporter et donner sa contribution donc, à cette problématique nationale. Donc nous, au niveau du ministère, nous avons, je viens d'une réunion comme ça avec pas mal d'organismes de jeunesse avec qui je travaille. Depuis lors, on travaille nuit et jour sur cette problématique, cette question, parce que nous estimons également que nous avons un rôle important à jouer. Les jeunes sont connectés, les jeunes sont un peu sur les réseaux. Les jeunes parlent de l'économie numérique. On estime à peu près entre 50 et 100 000 emplois potentiels. Donc dans le secteur de l'économie numérique. Donc nous sommes en train de travailler pour pouvoir donner au chef de l'État un document donc argumenté avec tous les éléments d'appréciation donc pour notre apport donc, par rapport à cette problématique générale. D'accord. Au-delà de ces jeunes, monsieur le ministre, les Sénégalais souffrent de cette situation économique qui est très difficile. Oui, vous savez, M. Ndiaye, la situation, elle est générale. La crise, elle est mondiale. Pour la première fois dans l'histoire mondiale, nous affrontons un problème aussi complexe, qui est un problème sanitaire, qui est un problème de santé publique, mais aussi un problème de vie. Donc, de ce point de vue-là, c'est toutes les économies qui, d'un seul coup, de manière uniforme, sont impactées par la crise. Mais je pense au Sénégal, le chef de l'État a su prendre donc, les bonnes décisions. Et aujourd'hui, si je vous dis que le taux donc, de croissance du Sénégal est plus 1% positif, vous n'allez pas me croire. Alors que dans les économies les plus en vue au niveau international, ils sont à moins de 0 et autres. Donc, pour vous dire que, simplement, au Sénégal, nous avons quand même pu amoindrir le choc. Et je pense que le chef de l'État également a pris les bonnes décisions pour assister et les ménages, mais également l'économie, d'une manière globale. Mais si vous dites que le président a pris de bonnes décisions, qu'est-ce qui explique, selon vous, cette colère des jeunes qui étaient dans la rue? Qu'il dénonçait peut-être une succession de décisions, une suite de décisions qui étaient inopportunes? Non, les décisions sont opportunes. Parce que le chef de l'État a fait le pari. On lui reproche souvent un tâtonnement, voilà, mettre le couvre-feu, l'enlever quelques jours après. C'est souvent ce que les gens lui reprochent. Non, il ne peut pas y avoir de tâtonnement. C'est quelque chose de réfléchi, de planifié, donc qui a abouti à ces mesures. Le chef de l'État a pris le pari. Alors, selon vous, ce recul à chaque fois qu'il y a pression populaire? Non, il n'y a pas de recul. Le chef de l'État a pris le pari de préserver les vies à la place, pas de l'économie, mais au moins en essayant de préserver l'essentiel de l'économie. Dans certains pays européens, vous avez constaté qu'il y a eu des révoltes quand des mesures de confinement ont été imposées. Comme il y en a eu au Sénégal aussi. Certes, mais dans une moyenne mesure. Donc au Sénégal, nous avons pris la bonne option. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 morts. Je pense que nous étaient les mesures prises par le chef de l'État. On serait entre 3000 et 4000 morts. Et je pense que personne, aucun Sénégalais, donc n'accepterait ou bien ne prendrait la décision donc d'exposer autant les Sénégalais. Je pense que la décision du chef de l'État a été une décision donc réfléchie, mais également donc prise de manière souveraine, mais également de manière républicaine pour préserver les Sénégalais. Mais en même temps, il a pris des mesures sociales d'accompagnement des ménages, surtout les plus vulnérables. Je pense que ça a été donc très apprécié. Et sur le plan économique également, vous avez vu le plan de relance qui a été proposé. Les entreprises ont été accompagnées, donc il y a eu des
des reports donc d'impôts, donc il y a eu des allègements donc pour les paiements, mais également même pour le licenciement. Donc les plans de licenciement qui ont été proposés, le chef de l'État a pris, donc je pense, une décision importante qui a permis de préserver des milliers d'emplois au Sénégal. Et je pense que tout cela mérite d'être quand même salué. Maintenant, pour le reste, c'est vrai, la deuxième vague a été dévastatrice, comme dévastatrice sur le plan sanitaire. Mais sur le plan économique, je pense que nous avons également pris les bonnes décisions. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la vaccination qui a démarré, mais également le renforcement des mesures barrières, nous sommes arrivés quand même à une situation plus ou moins acceptable. Une situation, Yankhoba Diattara, qui a également eu des conséquences politiques. L'affaire Sonko a été l'élément déclencheur. Qu'en avez-vous appris? Oui, vous savez, l'élément Sonko, malheureusement, c'est une affaire privée que l'un des protagonistes a voulu politiser et qu'il a même politisé. Mais ça concerne deux citoyens sénégalais qui ont un contentieux différent, donc lié à des menaces de mort, viols et menaces de mort, qui devaient être vidés devant la juridiction, donc devant les juridictions sénégalaises. Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer, a voulu en faire un problème politique. Il a politisé l'affaire jusqu'à, malheureusement, entraîner certains donc dans un contentieux, malheureusement, qui est encore en cours, mais aussi un problème politique qui a abouti à des morts d'hommes. Ouais. Et ça, il faut que Sonko sache que c'est de sa responsabilité. Comment? L'appel à la violence, l'appel à la révolte vient de Ousmane Sonko. Mais qu'est-ce qui a précédé cet appel? C'est une convocation dûment établie par l'autorité judiciaire suite à une plainte d'une citoyenne sénégalaise. La courtoisie, même la responsabilité voudrait que si vous êtes cité dans une affaire devant le juge, devant les tribunaux, vous devez, par respect aux institutions, mais également à votre personne, répondre. Ça n'a pas été le cas. Il en a fait un problème politique appelant à la révolte, disant même jusqu'au prix de sa vie, il va faire face. Or, nous... Mais les premières victimes ont été dénombrées le jour de son arrestation. Avant cela, il ne se passait rien, peut-être à part quelques manifestations, des blessés, des casses un peu, voilà, pas tellement importantes. Mais si on l'avait peut-être laissé aller répondre tranquillement, est-ce qu'on aurait vécu cette situation? Donc aujourd'hui, si vous voulez imputer toute la responsabilité à Ousmane Sonko. Non, écoutez, M. Ndiaye, Sonko n'avait pas l'intention d'aller répondre. Sonko a quitté son domicile vers 9h du matin. Il a emprunté les grandes artères de Dakar et il a voulu aller à l'université pour faire son show. Un citoyen qui est convoqué par la gendarmerie suite à une accusation de viol et de menace de mort sur une citoyenne sénégalaise doit pouvoir se réveiller tôt le matin, prendre son véhicule et aller répondre. Surtout qu'il dit il n'a rien fait. S'il est digne et s'il est à la hauteur donc de ses prétentions politiques, il devait pouvoir répondre sans grabuge. Il a voulu. Mais vous savez, moi j'étais avec le président Idrissa Seck quand il a été convoqué à l'époque, en 2004. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son véhicule, avec son avocat, il est allé répondre. Est-ce qu'il allait répondre directement? Oui, il n'a pas fait un long détour? Non, au contraire. Non, non, du tout. Idrissa Seck... Qu'est-ce qui fait qu'il a duré sur le trajet? Habite point E, il a quitté point E, il a emprunté la Cheikh Anta Diop pour aller au centre-ville. Il a mis combien de temps avant d'y arriver? Vous savez. Mais il avait ses militants à ses côtés lui aussi. On l'a accompagné. Et ça, c'est légitime. On l'a accompagné par solidarité. Et il est allé répondre. Donc, c'est ça qu'on attendait de Sonko. Malheureusement, il n'a pas été à la hauteur. Mais, si Sonko veut diriger ce pays, a des ambitions, des prétentions pour diriger le Sénégal, mais il doit être au moins respectueux des institutions de la République. Sonko doit savoir que le président de la République est une institution. Le président de la République a été élu au premier tour de l'élection de 2019 à hauteur de 58%. C'est le président de tous les Sénégalais. C'est une institution qui doit être respectée. Sonko, également, ne peut pas passer tout son temps à dénigrer la justice, qui est, comme on le dit, le dernier rempart. Aujourd'hui, quelqu'un qui a des prétentions d'être président de la République, comment il peut dénigrer et mettre à nu
les institutions de la République qui sont les garants de sa liberté, même de la stabilité du pays et de la souveraineté. Donc ça, c'est un problème. C'est un problème de personnalité, mais également c'est un problème moral, parce que je ne peux pas le comprendre. Sonko se rebelle contre les institutions. Comment il peut maintenant prétendre bénéficier de la confiance des Sénégalais pour le mettre à la tête du pays? Et j'estime que dans cette affaire, Sonko s'est disqualifié définitivement donc pour l'élection présidentielle. Après la pression populaire, Sonko a été relâché, il est retourné chez lui grâce en grande partie à la médiation des guides religieux. Vous les avez salués au passage en début d'émission. Mais là, Ousmane Sonko, qui est retourné chez lui, il multiplie les sorties. Il exige la libération de ses camarades et prédit même une deuxième vague plus dévastatrice. Au cas contraire, est-ce un discours responsable? Non, Sonko n'a jamais été responsable dans cette affaire. D'abord, moi, ce qui m'a le plus choqué et déçu de Sonko, que de par sa posture de député, de leader politique qui a des ambitions pour ce pays, puisse se permettre d'être à ce niveau, à mon avis, excuse-moi du terme, de bassesse, de fréquentation de lieux. Donc aussi, au début, je doutais de ça. J'ai dit non, peut-être Sonko n'ose pas, avec quand même ce qu'il incarne comme valeur, qu'il raconte et tout cela. Mais quand même, à écouter la fille, à écouter tout ce qui s'est passé, j'étais déçu. Vous pensez qu'il y a une part de vérité dans ce qu'a raconté la fille? En tout cas, Sonko n'est pas exempt de reproches. Et pour sa dignité, pour recouvrer sa dignité, même pour pouvoir parler aux Sénégalais dignement, Sonko doit aller répondre et éclairer cette affaire. Sinon, il n'aura aucune dignité pour parler aux Sénégalais. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux jeunes. Vous savez, les Sénégalais sont très exigeants vis-à-vis de leurs leaders. Ils peuvent avoir des défauts. Nous avons tous des défauts, nous les Sénégalais. Mais par rapport aux leaders, les Sénégalais sont exigeants. Ils n'accepteront pas. Ils peuvent être pris par l'euphorie, par les mouvements, mais de manière réfléchie. C'est comme le dit le président Idrissa Seck, on ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Les Sénégalais seront réfléchis, seront discernés, seront également appréciés la valeur des uns et des autres. Mais par rapport à ce que Sonko a montré dans cette affaire, Sonko ne mérite aucunement la confiance des Sénégalais pour les diriger. Justement, Sonko craint que vous ayez en tête l'idée de le disqualifier, non pas par les urnes, mais par un procès, un tribunal. Et voilà, certains observateurs sont de plus en plus convaincus, et même les démocrates disent que voilà, une élection ou bien un adversaire politique, on ne l'empêche pas de participer à une élection politique. C'est ce qu'on reproche souvent au président Macky Sall. Mais vous savez, M. Ndiaye, comment aussi vous pouvez nous reprocher d'avoir une telle ambition et un tel projet, alors que c'est Sonko lui-même qui s'est permis d'aller dans des lieux non indiqués, qui s'est permis donc en période de confinement et de couvre-feu, d'aller faire des fréquentations qui ne sont pas recommandées et d'être dans ce niveau donc pas de bassesse, mais de ce niveau vraiment pour aujourd'hui nous retourner la balle pensant que nous sommes dans un schéma d'élimination d'un adversaire politique et tout. Non, c'est pas cohérent. Vous voulez dire qu'il n'a qu'à s'en prendre à lui-même? Non, il n'a qu'à, bien sûr, mais non, Sonko s'est éliminé lui-même. Sonko s'est disqualifié lui-même. Il est out. Non, il est fini. Non, mais Sonko lui-même sait qu'il est fini. Vous savez, quand je le vois faire les tournées auprès des religieux, auprès de certains leaders, je dis que bon, le ridicule ne tue plus dans ce pays, parce que si quelqu'un est accusé de viol, menace de mort sur une fille de rien du tout, moins de 20 ans, si Adji Sarr était ta sœur, tu serais à ses côtés pour l'appuyer. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, c'est le mois des femmes, le mois consacré aux droits des femmes. Et en ce mois, plus ou moins dédié aux femmes, vous êtes dans un contentieux avec une fille de 20 ans sur des affaires de mœurs et vous prétendez pouvoir nous diriger nous demain. Sur quelle base? Sonko va se présenter devant moi ou bien devant quelqu'un d'autre pour dire oui, je vais vous diriger. Sur quelle base? Qu'est-ce que Sonko va me dire? Qu'est-ce que Sonko va dire aux jeunes Sénégalais? Qu'est-ce que Sonko va dire aux Sénégalais? Qu'il va leur diriger sur quelle base? Ce n'est pas sur la base de valeurs. Il est disqualifié sur les valeurs. Ni sur la base d'un projet. Parce que Sonko n'a pas de projet viable. Sonko n'a pas de projet pertinent. Sur quelle base il va diriger les Sénégalais? En tout cas, ce que je peux dire,
le chef de l'État a fait une bonne lecture donc des manifestations qui se sont passées. L'inquiétude des jeunes, c'est légitime, mais c'est en train d'être pris en charge de manière optimale. Le cas Sonko mis à part, certains camarades d'Ousmane Sonko, des activistes et même des Sénégalais qui étaient dans la rue, certains sont retrouvés aujourd'hui en prison. Êtes-vous pour la justice ou pour un pardon dans l'intérêt national? Le pardon n'exclut pas la justice. Nous sommes partie prenante pour une stabilité et une sérénité dans le traitement donc, de cette affaire, mais aussi pas au prix de la justice. Parce que là, les compromis sont acceptables en politique. Mais ce qui n'est pas acceptable, c'est la compromission. Si nous posons des actes qui vont dans le sens d'affaiblir la justice, ça nous tous, nous pourrons en fait le regretter demain. C'est pourquoi nous sommes pour, oui, une solution de souplesse donc par rapport à certains qui sont aujourd'hui aux arrêts, mais par rapport à la question fondamentale. Donc je pense qu'il faut laisser la justice continuer. Quand c'était encore chaud, le président de SEC a été l'une des rares personnalités à proposer ses services. Voilà, il s'est prononcé sur cette affaire en proposant ses services comme médiateur. Une sortie mal appréciée par les patriotes qui lui ont rappelé son passé, notamment les chantiers de Thiès qu'il aurait mal gérés. Vous savez, les patriotes, moi, li ñuy wax rek sooy sëlëm sa wujju du set. Le président Idrissa Seck, je pense, a eu une position très courageuse, mais également très responsable. Il s'est inspiré de lui, de son exemple, en tant que leader politique qui a été également dans cette phase, à un moment donné de l'histoire, mais également il s'est inspiré des écrits. Sonko lui a même emprunté ses propos quand il disait qu'il n'était pas malade et tout. Merci beaucoup. C'est pourquoi aussi il devait le suivre, emprunter sa démarche responsable, d'aller répondre et d'appeler à la retenue. Parce que nous, à l'époque, le président Idrissa Seck pouvait aussi appeler donc à des émeutes, à des mouvements. Ça aurait été quand même catastrophique. Il n'a jamais fait. Il a été très responsable. Mais également, je pense, avec les chefs de l'État, ils ont su faire la bonne lecture des mouvements, mais également des événements pour aboutir peut-être un peu à une solution de souplesse. Je pense que ça, il faut saluer la grandeur donc, du président Idrissa Seck, mais également donc, des actes posés par le chef de l'État et qui a abouti aujourd'hui. Aujourd'hui, le calme est revenu, nous disons tous alhamdoulilah. Mais un calme précaire, comment faire selon vous pour maintenir cet état? Vous savez, d'abord, il faut continuer à sensibiliser les Sénégalais, à leur parler, mais également à poser des actes forts, surtout à l'endroit de la jeunesse. Et sur cette question-là, je pense que le chef de l'État a pris les bonnes décisions. Les jeunes verront. Une plus grande prise en charge de leurs préoccupations. Et le chef de l'État a donné des orientations, donc en vue d'ailleurs d'un conseil présidentiel qu'il va lui-même présider, pour qu'au niveau de l'ensemble du territoire, les communes, donc les départements, que les préfets, les gouverneurs, avec les maires, les mouvements de jeunesse puissent déjà commencer à réfléchir donc, sur des schémas et des projets de prise en charge donc, de la question de la jeunesse. Nous allons, dans les prochains jours, avec le chef de l'État et l'ensemble des ministères concernés, travailler sur un projet qu'on va proposer aux jeunes. Le chef de l'État même souhaite que nous décentralisions donc, la prise en charge de la question de l'emploi des jeunes au niveau le plus proche, c'est-à-dire que le niveau communal, après départemental, avant peut-être de revenir au niveau national. Vous rapprochez davantage donc, la cible, mais également tirer les potentialités donc d'emploi, de création de richesses et d'opportunités à la base. Donc c'est pourquoi d'ailleurs il a instruit les gouverneurs donc, de tenir les CRD. À l'issue, nous allons faire un groupage au niveau central et avec l'apport des ministères sectoriels et autres, donc on va vers un conseil présidentiel. Monsieur le ministre, Ousmane Sonko multiplie les sorties depuis sa libération. Il rend visite aux responsables de l'opposition, certains même avec qui il ne s'entendait pas, vraiment lui ont ouvert leurs portes. Venant d'un homme qui prônait la rupture, qui représentait un peu l'antisystème, est-ce que cette démarche ne vous surprend pas de lui? Non, je vous l'ai dit tantôt, Sonko est un homme perdu. Sonko lui-même sait que c'est la fin. Sonko sait lui-même qu'il s'est tiré une balle et qu'il n'a qu'à s'en prendre, s'en vouloir à lui-même. Mais il est en train de réunir l'opposition autour de lui. Sonko ne réunit pas, Sonko rend visite. Il prend des contacts. Mais même les leaders de l'opposition savent que ce n'est plus Sonko qui peut les mobiliser. Naturellement, par courtoisie,
recevront, ils discuteront avec lui, ils rappelleront les principes, mais ça va s'arrêter là. Parce que ce n'est plus Sonko. Par quelle voie? Un leader comme Khalifa Sall, par exemple, avec son parcours politique, tout ce qu'il a vécu, mais oui, les sacrifices qu'il a consentis. Comment Ousmane Sonko aujourd'hui, avec tout ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il a montré comme limite, peut mobiliser Khalifa Sall? Sur quelle base? Sur quel projet il va avoir Khalifa Sall? Un Mamadou Diop Decroix qui a fait plus de 40 ans de politique, qui a subi toutes les épreuves. Là, vous me parlez d'intérêt personnel, mais s'il mettait l'intérêt général... Oui, l'intérêt général est déjà pris en charge par le chef de l'État. Vous savez ce qui se passe ici. Moi, j'ai dit, nous étions à l'opposition il y a cela quelques mois, mais nous avons été surpris et séduits par l'élan patriotique du chef de l'État, mais également par sa vision et ses projets et l'ambition qu'il a pour le Sénégal. Je dis souvent à mes amis de la paix, vous avez porté préjudice au chef de l'État parce que vous ne communiquez pas assez sur ses projets, sur ses ambitions, sur ses réalisations. Ça, en tout cas, nous, de notre côté, mais également le gouvernement. On vous rouvre la porte et vous commencez à critiquer les compagnons du président? Non, je ne les critique pas, c'est mes amis. Je leur parle. C'est des conseils. C'est des conseils. Parce que, vous savez, il faut du courage politique, souvent, pour faire face aussi bien à l'opposition qu'au sein même donc de la population. Il faut partager. Il faut discuter. Il faut aller vers les gens. Mais ça, c'est une culture, c'est un parcours qui le donne. Et ça, je pense que nous avons, en tout cas avec naturellement les responsables de la paix, de la coalition, de la mouvance présidentielle d'une manière globale, nous allons prendre plus ou moins à bras le corps cette question de la communication et du contact et d'échange avec les citoyens. Parce que ce que nous voyons au quotidien, le chef de l'État le faire, le porter, en termes d'ambition, en termes de projet, en termes de vision, en termes d'orientation stratégique pour le développement du Sénégal, nous, on est surpris et séduits. Je disais tout à l'heure que le président Idriss Seck était l'un des rares leaders à s'être prononcé sur cette affaire quand il le fallait, quand c'était encore chaud. Dans cette affaire, certains observateurs disent que le président de la République était un peu seul. Il n'a pas eu le soutien de ses partisans. Non, vous savez, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, au niveau du Réumi, nous avons été, je pense, là. Nous avons été vous, on a constaté votre présence, mais pas autant des autres. Des partenaires loyaux. Nous avons été des partenaires sincères, engagés à ses côtés. Aussi bien au niveau central qu'au niveau local. Moi, je viens de Thiès, et c'était l'occasion, je dis d'ailleurs, Thiès s'est illustré pour la première fois dans l'histoire, par rapport à des événements pareils. Thiès a été l'une des principales villes calmes. Donc, et on doit ça grâce aux retrouvailles. Aux retrouvailles, mais également à l'espoir suscité par ces retrouvailles. Et je pense que c'est ça qu'il faut. Et j'ai demandé d'ailleurs aux jeunes de Thiès, et c'est l'occasion pour nous donc, de les remercier, de partager avec les autres jeunes du Sénégal. Donc cette vision, mais également ces ambitions du chef de l'État, mais également nous autres, aussi ministres, dirigeants de société qui sont avec le chef de l'État en permanence, qui discutent avec lui. Pourtant, avant, il y avait beaucoup de critiques. Dois-je comprendre par là que les populations ont fini par comprendre voilà, le sens de votre retour dans la coalition Benno Bokk Yakaar? Non, notre retour doit être, à notre avis, source de plus-value politique pour le chef de l'État, mais également pour les citoyens. Ils doivent savoir par rapport à, je ne dis pas une expertise que nous avons, nous ne sommes pas peut-être les plus, mais nous avons au moins notre détermination. Nous avons aussi une expérience dans la gestion de l'État, dans la gouvernance publique. Nous devons pouvoir partager, porter également les projets du chef de l'État et les partager avec les citoyens et les vulgariser. Et aussi s'engager dans leur mise en œuvre. Tout à l'heure, je parlais des rencontres qu'effectue Ousmane Sonko en ce moment avec d'autres de l'opposition. Au sein de la majorité aussi, on voit que l'APR a repris service avec des rassemblements et des manifestations. Mais est-ce vraiment le moment? On vient de sortir d'un deuil avec au moins 13 personnes, 13 jeunes qui ont perdu la vie. Ne devions-nous pas attendre encore un peu avant de reprendre les activités politiques? Non, je pense que par rapport au deuil, aux jeunes qui ont perdu la vie, c'est l'occasion pour nous de renouveler nos condoléances aux familles touchés, mais également, je pense qu'il y a aussi un devoir de communication politique vis-à-vis des populations. Les populations doivent être informées. Parce que ce qui s'est passé, ça a été un choc, ça a été une surprise, ça a pris tout le monde de court. Il faut donc sensibiliser, il faut partager. Parce que les gens, peut-être, n'avaient pas la bonne information. Mais également, leur montrer et partager avec eux donc, les mesures prises par le chef de l'État par rapport à une prise en charge optimale de la question de l'emploi des jeunes, qui est une question complexe, partagée, mais également qui est une question... N'y a-t-il pas de responsabilité à situer dans cette affaire? Certains parlent d'un remaniement imminent. Non, la responsabilité, il n'y a pas de responsabilité spécifique. La responsabilité, c'est que, d'une manière globale, la pandémie a créé une crise, une tension
partout mondial. Le Sénégal aussi n'a pas été en reste, a été aussi touché comme toutes les économies. Mais le chef de l'État a su également, donc comme j'ai dit, prendre donc à bras le corps donc cette problématique et à proposer donc les bonnes solutions. Donc ces solutions doivent être partagées, doivent être vulgarisées, mais également que nous puissions également, de manière très efficiente, prendre les dispositions nécessaires pour leur mise en œuvre. Antoine Diome est très décrié. Est-il l'homme qu'il faut à ce poste? Non, ça je ne peux pas me prononcer. Je sais qu'il est très engagé au côté du chef de l'État, avec une totale loyauté. Je pense qu'il fait son travail convenable. D'accord. Monsieur le ministre, parlons de votre parti, le Rewmi. Qu'est-ce qui vous arrive avec ces démissions notées dernièrement? Vous savez, moi, je suis un pur produit du PDS. Moi, j'ai commencé en politique en 1996, à l'université, avec le MEL. En 97-18, vous avez suivi, à la veille de la terre, 2 ans avant, le PDS était dépouillé de l'essentiel de ses cadres par le régime d'alors. Ça n'a pas empêché à une jeunesse, à des leaders, comme le président Idrissa Seck, le président Macky Sall, qui gérait les cadres, nous autres étudiants, à l'époque, avec les Pape Birame Ndiaye et les Modou Diagne Fada, de nous retrouver sur les manches et de parler aux Sénégalais. 2 ans après, on a accédé au pouvoir. Ces démissions, donc, je les mets donc sous le cours normal. L'époque que vous me racontez, c'était dans l'opposition. Oui. On sait tous au Sénégal que voilà, être dans l'opposition est très difficile, dur, compliqué. Mais là, vous êtes dans la majorité et il y a des éléments qui partent, qui n'épousent plus peut-être votre vision. Vous savez, non, ce n'est pas une question de vision, c'est une question d'approche. Pour certains, les retrouvailles avec le président Macky Sall doivent être l'occasion donc de bénéficier de quelques privilèges. Donc, mais tout ça, je pense que le président Macky Sall a posé des actes. C'est des frustrés, des mécontents. Bon, bref, je ne veux pas trop en dire, commenter, mais c'est plus ou moins donc des messages comme ça qui sont décelés. Ils s'attendaient à être récompensés, ce qui n'a pas été le cas. On n'a même pas encore fait 6 mois. Nous venons d'arriver et nous sommes en train de travailler. Nous sommes avec le chef de l'État qui également donc, est en train de réfléchir sur une gestion globale donc, des problématiques du pays. Nous devons tous nous concentrer d'abord sur cette problématique macro globale de prise en charge optimale des préoccupations des Sénégalais au lieu d'être là dans des questions de positionnement. Nous faisons ce que nous pouvons. Le président Idrissa Seck aussi fait ce qu'il peut. Mais je pense que ces départs, on en a connu, vous avez suivi, avant c'était de grandes personnalités politiques de notre parti. Ça ne nous a pas empêchés aux élections présidentielles d'être second. Donc nous, on le met donc, sous le cours normal donc de fonctionnement des partis politiques, comme Idrissa dit, free entry, free exit. Nous ne pouvons pas ne pas nous arrêter sur le cas de Tchefal, votre camarade de parti, qui est toujours dans Rewmi. Il semble être resté pourtant dans l'opposition. Il prévoit même de faire une importante déclaration le 28 mars. Êtes-vous au courant? Non. De Tchefal, non, je n'ai pas de ces nouvelles. Il ne vous a pas fait part de son intention de rencontrer la presse pour faire une importante déclaration le 28 mars? Non. Vous le considérez toujours comme un militant de Rewmi? Oui, jusqu'à preuve contraire, on le considère comme un militant de Rewmi. Bien qu'il ne soit pas respectueux des orientations du parti et du président du parti. Et vous ne prévoyez de rien faire? Ça, vous allez le laisser nous dira. Votre dernier mot, monsieur le ministre? Ben, vous remerciez, mais surtout, un message d'espoir à l'endroit de la jeunesse, mais aussi aux Sénégalais d'une manière globale. Ce que j'ai pu apprécier chez le chef de l'État, chez le président Macky Sall, c'est un patriotisme inégalé. Parce que j'ai eu la chance, très jeune, de côtoyer donc, tous ces leaders, d'être dans le dispositif de gouvernance même du PDS jusqu'en 2004. Mais ce que je vois aujourd'hui déroulé par le président Macky Sall sur le plan, au sein du gouvernement, mais également pour les Sénégalais, c'est inimaginable. Maintenant, il faudrait que les Sénégalais sachent également que nous sommes un pays donc, à revenus faibles, donc, qui est en développement, mais dont les projets et les ambitions du chef de l'État sont à la hauteur donc, des attentes des populations. Soyons patients, ayons confiance au gouvernement, ayons confiance au chef de l'État. Et je pense que les solutions suivront. On vous décrit comme l'ombre d'Idrissa Seck. Qu'est-ce qui fonde et caractérise vos relations? Non, vous savez, Idrissa Seck, c'est mon mentor politique, mais c'est lui qui m'a encadré, élevé en politique.
je le considère comme un père. En tant que Thiessois, je me rappelle du temps de Fidèle, c'était bien cela? En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est tout pour cette politique qui recevait, je le rappelle, monsieur Yankoba Diattara, ministre de l'économie numérique et des télécommunications, responsable politique de Rewmi. Il est le deuxième vice-président de ce parti et le premier vice-président du conseil départemental de Thiès. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir, monsieur le ministre. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Donc, rendez-vous est donné lundi prochain pour un autre numéro de cette politique. Merci et au revoir.